Voici un cours de philosophie, unité d'enseignement 102, donné par M. Doazan de l'Université Paris X. Dans le dernier cours, j'ai proposé de donner une vue synaptique de la philosophie de Platon à partir d'une hypothèse simple. Le projet de Platon était fondamentalement politique. De ce point de vue, la lecture des dialogues qu'on appelle socratiques est simple. C'est une critique systématique de l'opinion, préalable à une reconstruction théorique. Le deuxième moment de la philosophie platonicienne, la République, c'est le détour par la théorie pour construire une cité idéale dont le contexte historique ne permettait pas la réalisation pratique. La dernière fois, nous avions vu que cette cité est décrite comme une sorte d'épure abstraite à partir d'une analogie entre les instances de l'âme, intelligence, courage, désir, et les classes de la société, classe des dirigeants, classe des gardiens soldats, classe des artisans et paysans. J'avais ajouté que cet aspect purement théorique, dédaigneux du souci de réalisation, se manifestait dans les trois vagues, c'est-à-dire les trois innovations les plus inactuelles que proposait Platon. Nous avions vu la première à la fin du dernier cours. Il s'agissait de l'égalité entre hommes et femmes, principe simple et aisément acceptable, mais dont les conséquences extrêmes entraînaient les exercices de gymnastique communs à hommes et à femmes, ce qui était assez impensable dans la civilisation grecque, et surtout l'existence de femmes magistrats, de femmes philosophes. Bref, c'est une anticipation totale de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme. La deuxième vague a elle aussi un principe très simple. C'est d'ailleurs une maxime pythagoricienne: tout doit être commun entre des amis véritables. Mais les conséquences sont tellement extrêmes que jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais été réalisées. Ces conséquences, c'est la communauté des femmes, la communauté des enfants, l'absence totale de propriété personnelle. L'idée est simple, elle est théoriquement justifiée. Si les gardiens soldats n'ont pas de propriété personnelle, ils ne chercheront ni à s'enrichir, ni à conserver cette propriété, ils seront entièrement au service de l'État. Mais imagine-t-on comment les Grecs pouvaient recevoir le thème de la communauté des femmes? Cela signifie qu'il n'y a pas une femme qui soit une propriété personnelle de son mari. Pour une classe d'âge donnée, nous dirions, pour employer un terme biologique, qu'il y a panmixie. Chacun se mêle avec qui il le désire. Quant aux enfants, voilà le problème. Dès la naissance, on les confiera à des crèches publiques. Et, comme il y a quand même un principe, un homme ne doit épouser ni sa fille, ni sa mère. La solution est assez simple. Tous les enfants qui auront moins de 20 ans d'âge seront appelés fils ou filles par un homme, et on ne les épousera pas. Donc la paternité est collective, et de même, les biens sont entièrement collectifs. Il paraît difficile d'imaginer que cette solution soit compatible avec la psychologie humaine. Je rappelle que dans un moment de la Révolution russe, en 1918, on a essayé d'abolir la propriété privée de l'épouse ou de la femme. La tentative n'a pas duré. Reste une troisième vague, celle que nous avons tous lue dans les manuels de philosophie, mais qui était sans doute, et Platon le dit nommément, la plus difficile à admettre, bien que, apparemment, moins choquante que les deux premières. Il s'agit que ce soit les philosophes
qui exerce le pouvoir. Alors, Platon est le premier à montrer que personne à Athènes ne se prêtait à accepter une telle proposition. Dans de nombreux passages, il montre le philosophe comme un spécialiste de l'abstraction, particulièrement maladroit dans les affaires publiques, incapable d'exercer une magistrature. Alors, mettre ces gens-là au pouvoir? C'est ici qu'il faut effectuer ce que j'ai appelé le détour par la théorie, car il s'agit de montrer, par une théorie des degrés de la réalité, que seul le philosophe est capable de comprendre cette théorie et que, sans connaître cette théorie, il est impossible de construire une cité juste, c'est-à-dire une cité qui ne soit pas le jeu de l'opinion ou des hypothèses ou des ambitions des sophistes ou de leurs élèves. C'est, vous le savez, à la fin du livre 6 de la République que Platon expose la thèse cardinale des degrés de la réalité. Utilisant judicieusement et une nouvelle fois l'analogie, ou si vous préférez l'isomorphisme, Platon part du rapport très clair qui existe dans le monde sensible entre les images multiples et l'objet unique dont elles sont en quelque sorte la copie. Si Platon avait vécu de nos jours, il aurait simplement parlé du monde de l'image, de la civilisation de l'image, plus simplement encore du monde du cinéma, pour montrer que c'est un type de réalité où les images sont multiples par rapport à l'objet original, où une vedette, par exemple, se multiplie dans des films, dans des rôles, qui sont comme autant de projections d'un modèle unique. Ce thème est clair. Mais là où l'analogie devient intéressante, c'est que le monde sensible lui-même, ceci est tout à fait nouveau, est traité selon la même analogie comme une image ou une copie d'un monde qui n'est pas sensible, qu'il appelle intelligible, et qui est celui des notions mathématiques et des formes. Dans le monde intelligible, Platon distingue deux niveaux. Celui des notions mathématiques, qui, bien qu'elles visent un objet qui n'est pas sensible, par exemple les lignes sans épaisseur, les points sans dimension, les nombres sans représentation d'une collection particulière, néanmoins, utilisent à titre d'image les figures tracées sur le sable et par conséquent ne sont pas le plus haut degré de la réalité intelligible. Ce plus haut degré, c'est celui des idées ou formes qui expriment les propriétés communes, par exemple le beau en soi, l'égal en soi, dans leur réalité absolue, comme le dit Platon, en soi et par soi, et non pas dans la réalisation sensible, toujours approximative. À l'ordre de ces réalités correspond l'ordre des connaissances, imagination au niveau de l'image sensible, créance, le grec dit pistis, confiance, pratique au niveau des objets sensibles, pensée discursive, quand il s'agit des notions mathématiques, discursive, c'est-à-dire procédant par étapes, allant des hypothèses aux conséquences, enfin pensée intuitive, en grec nous, qui est une vision par l'esprit, une contemplation, une théorie, et qui se veut plus puissante que la démonstration mathématique, parce qu'elle ne part pas d'hypothèse, mais est en quelque sorte une déduction absolue. Platon dit qu'elle est une déduction anhypothétique, c'est-à-dire sans hypothèse. Ces degrés de réalité ne s'achèvent pas à l'idée. Platon propose un au-delà de l'idée auquel j'ai fait allusion au début de la première leçon, ce qu'il appelle l'idée du bien, certes la plus difficile à définir, mais Platon nous a prévenus. Elle est au-delà de la définition.
elle ne peut être comprise que par une analogie. Et l'analogie est claire. L'idée du bien est au monde intelligible ce que le soleil est au monde sensible, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un principe d'existence et un principe de connaissance. Si cette théorie est acceptée, alors le détour par les idées est la voie la plus sûre, puisque l'autre méthode, qui consisterait à collectionner les constitutions historiques, ne serait jamais qu'un long travail préparatoire dont le résultat serait d'essayer d'arriver à l'idée de cité juste, Platon supposant qu'il est possible, par un discours méthodique, d'atteindre au départ cette notion de la cité juste et de développer ses conséquences sans se soucier des réalisations empiriques. On a pu dire que cette théorie de Platon était comme une invitation à axiomatiser, c'est-à-dire à développer des rapports abstraits sans se soucier des modèles qui permettent de les réaliser. C'est en tout cas la méthode suggérée par la description anhistorique, c'est-à-dire sans préoccupation de réalisation, de la cité idéale. D'ailleurs, un exemple de cette déduction nous est donné au livre 8. Platon déduit les décadences des cités et, en vertu de l'analogie fondamentale, les dégradations des individus qui y correspondent. Par exemple, l'aristocratie, ce gouvernement des philosophes, se dégradera en timocratie, c'est-à-dire gouvernement fondé sur l'honneur ou le courage, gouvernement militaire du genre de celui que Platon voyait exercer à Sparte, tandis que le correspondant, l'analogue individuel, ce qu'il appelle d'ailleurs l'homme timocratique, c'est celui qui se laisse diriger par l'honneur, le courage et qui met ses qualités de cœur au-dessus des qualités de raison. Cette timocratie est le premier degré de dégradation, mais par une déduction que je ne résumerai pas parce qu'elle est très plaisante à lire et je vous invite à la lire dans le livre 8. Platon montre qu'on passe à l'oligarchie, qui devrait s'appeler plus exactement la plutocratie. C'est lorsque ces chefs militaires qui méprisent l'argent, mais qui à la suite des conquêtes l'accumulent dans leur caisse, finissent par s'intéresser à l'argent plutôt qu'à la valeur militaire qui leur a permis de le conquérir. C'est le gouvernement des plus riches. C'est déjà en puissance la place laissée au désir, puisque, on le sait, l'argent permet d'étendre de façon illimitée et les besoins et la puissance de l'individu. Au-dessous de la plutocratie vient la démocratie. On est peut-être prévenu, je l'ai dit au début, des reproches que Platon faisait à la démocratie. On peut être étonné de la voir mettre si bas. S'il fallait la définir dans la perspective de la République, je dirais que la démocratie est une sorte de tyrannie douce. Chacun fait ce qu'il veut, mais il n'est pas dangereux. C'est un amateur. Platon n'a jamais compris ce gouvernement où chacun se prétend compétent, ou gouvernement, dira-t-il presque, d'assister, parce que, en touchant les indemnités de l'État fournies en contrepartie de l'assistance aux assemblées, un homme pouvait à peu près vivre sans travailler. Et surtout, parce que il y a dans la démocratie, nous l'avions vu, un mépris systématique de l'autorité. Je le répète, il y a l'impuissance de la tyrannie, mais elle est encore édulcorée par le respect des lois. Le dernier stade, c'est la tyrannie, et le passage est expliqué de façon assez simple par Platon. Les désordres démocratiques amènent un jour à confier le pouvoir, nous dirions aujourd'hui, à un dictateur qui le conserve, qui se crée une garde personnelle, qui à ce moment-là a le pouvoir absolu. Et la contrepartie dans la psychologie de l'individu, et celle-là est assez convaincante, c'est que, à partir du moment où on laisse les désirs exercer le pouvoir dans l'homme, comme dans la cité,
on est victime de leur caractère insatiable. C'est là ce qui fait qu'on peut parler sans moralisme du malheur du tyran, c'est-à-dire de l'homme qui n'arrivera jamais au bout de ses désirs. Ce passage est intéressant, mais je reviens à l'idée essentielle. À partir de sa théorie des degrés de réalité, nous comprenons la dégradation des régimes, la dégradation-correspondance des individus, et accessoirement, un thème que nous avions abordé au début, la condamnation des poètes, des peintres, parce que dans ces degrés de réalité, il y a une classification des techniques du plus fort au plus faible, en mettant donc d'abord les techniques de raisonnement, mathématiques ou dialectiques, puis les techniques d'utilisation, celles du médecin, celles de l'ingénieur, celles du pilote. Au-dessous encore, les techniques de fabrication, charpentier, forgeron, artisan en général, et enfin, en dernier lieu, les techniques d'imitation, poésie ou peinture. C'est le primat de la théorie qui, on l'a vu, justifie la méthode d'exposition de la cité idéale, et à l'intérieur de cette exposition, la méthode de sélection parmi les gardiens soldats des dirigeants philosophes. Rappelons que cette éducation est de type scientifique, mais qu'il s'agit d'étudier les mathématiques théoriques, soigneusement distinguées des mathématiques appliquées, que ces mathématiques théoriques ont le privilège, comme dit Platon, de tirer l'esprit vers les formes pures et en l'éloignant des réalisations sensibles, mais que cette formation mathématique n'est qu'un prélude à la dialectique, c'est-à-dire à cet usage réglé du discours qui est notre seul moyen d'accès au monde intelligible et que nous comparions à une sorte d'axiomatique généralisée. Quant à la dialectique elle-même, elle a, comme dit Platon au livre 7, pour terme, c'est-à-dire pour but et pour ultime démarche, la saisie par l'intelligence de ce qu'est le bien en lui-même. Je rappelle que la théorie des idées ou des formes a reçu des applications célèbres et qui ne se rattachent pas directement au projet politique. Théorie de la réminiscence dans le Ménon ou dans le Phédon, théorie de l'immortalité de l'âme dans le Phédon, théorie de l'amour dans le Banquet, ceci pour bien montrer que si mon hypothèse est que le projet initial et constant fut un projet politique, la philosophie, ou plus exactement le détour par la théorie, a été, dans la première phase de l'œuvre de Platon, le seul moyen imaginé pour réaliser la cité juste, et que cette théorie des idées a reçu d'autres applications que les applications politiques. J'arrive maintenant à la troisième phase, celle qui suit l'échec de Dion, et où je vous propose de lire tous les dialogues de la deuxième partie de la vie de Platon comme les conséquences de cet échec, c'est-à-dire la recherche non plus de la théorie pure, mais de catégories intermédiaires, de compromis entre le monde intelligible et le monde sensible, enfin et surtout l'abandon de l'idée d'une cité idéale pour la construction d'un système détaillé de législation appliquée. Je rappelle, et c'est simplement pour vous indiquer une difficulté, il n'est pas question de l'élucider ici, que dans le sophiste, le non-être qui paraissait exclu du domaine des idées est invoqué comme une catégorie logique, c'est-à-dire le complémentaire, l'autre. Il est évident que la négation n'est pas un non-être, elle indique le complémentaire d'un concept, et d'ailleurs, Platon, dans sa deuxième philosophie, utilise un procédé dialectique appliqué, non plus théorique, qui ne cherche pas à remonter à l'idée, mais qui cherche un procédé de classification dichotomique, c'est-à-dire justement, où une notion est définie par rapport à son complémentaire, et qui est une sorte de début de classification naturelle.
De même, dans le politique apparaît l'idée de mesure ou de convenance. On pense à Aristote. L'idée de mesure, c'est une idée qui est un compromis empirique. C'est avouer que ce ne sont pas les positions pures, mais les positions mixtes qui sont intéressantes. Et, de ce point de vue-là, le philèbe introduit dans l'échelle des biens la mesure au-dessus de l'intelligence. Il me reste à parler de la dernière œuvre, les lois, et à rappeler pourquoi ce n'est plus une étude théorique et combien, cela vous pouvez le vérifier par vous-même, si le projet politique sera maintenu jusqu'à son dernier moment par Platon, il a profondément changé d'ambition. Je rappelle d'abord que les lois sont un projet de législation pour une colonie crétoise. Ce n'est plus un État idéal, c'est un plan pour un état de fait. Platon écrit au livre 5, 739a, « Pour celui qui a de la réflexion et de l'expérience, il apparaîtra qu'un état que l'on fonde est exposé à n'avoir qu'une constitution de deuxième ordre en comparaison de ce qui vaut le mieux. » On ne saurait mieux résumer les lois, c'est une constitution de deuxième ordre. J'en donne quelques justifications. D'abord, je l'ai dit, une nouvelle valeur apparaît, la juste mesure. Exemple, le gouvernement n'est plus une aristocratie, mais une juste mesure entre l'aristocratie et la démocratie. De même, pour les biens corporels, ce n'est plus la santé, la beauté, chose étonnante, qui sont présentés comme l'idéal, mais précisément le juste mesure entre la beauté parfaite et son contraire, comme si Platon s'était résigné à vivre dans le monde de la réalité sensible et non plus dans celui des idées pures. En particulier, que sont devenues les trois vagues de la République? L'égalité des hommes et des femmes. Il la souhaite. En deux passages, il la recommande vivement. Mais il est conscient des difficultés d'application et il ne suppose pas qu'elles doivent être nécessairement réalisées. La deuxième vague, la vie communautaire. Tout est commun entre amis véritables. Ah, il en fait un éloge magnifique. Mais c'est justement le principe d'une constitution du premier genre. Il reconnaît qu'elle est difficilement applicable dans une constitution effective. De même, il n'y a plus de caste. Platon est revenu aux classes censitaires, analogues à celles que Solon avait créées à Athènes. Quant à la troisième vague, le philosophe roi, eh bien, elle a disparu. Le thème est abandonné. Les gouvernants de la cité sont des magistrats, ils sont élus, ce sont des gardiens des lois, c'est important. Ils ne sont pas les spécialistes d'une théorie, mais les contrôleurs de la législation. Et d'ailleurs, l'immense massif des lois est une analyse détaillée de la législation dans tous les domaines, dont le plus clair est qu'il n'y a pas de domaine privé, tout est soumis à l'autorité des lois. Platon, certes, a gardé ses préjugés contre la démocratie athénienne, contre la civilisation maritime. Il a gardé la nostalgie de la communauté totale, mais il est passé de l'idéal à un essai de réalisation. En conclusion, on peut appliquer à Platon la fameuse allégorie de la caverne qu'il a exposée au début du livre 7. Je dirais que Socrate a libéré Platon, prisonnier de l'opinion. C'est ainsi que nous avons décrit l'ensemble des dialogues dits socratiques. Je dirais ensuite que Platon seul, tel le prisonnier qui monte sur la colline pour passer de l'ombre à la lumière du feu, puis de la lumière du feu à celle du soleil, Platon, dis-je, est passé à travers les mathématiques, à travers la théorie des idées, vers la notion purement intelligible de l'idée du bien, dont il a pensé qu'elle lui révélerait les principes d'une constitution juste. Je dirais enfin qu'il est redescendu seul vers la caverne et que dans ce long et difficile chemin, il s'est rendu compte qu'il est impossible de réaliser une cité en passant par le détour de la théorie pure. D'où le message final des lois. Je le répète, cette longue énumération de législation précise
qui prétendent éduquer, gouverner, contrôler, mais qui renoncent à se justifier absolument. Pour terminer, car vous pouvez être déçus par cette présentation de l'œuvre de Platon, je dirais que, dans sa deuxième philosophie, il y a une œuvre et une seule qui rappelle les anciennes ambitions, c'est-à-dire l'imagination, le désir d'aller au modèle, aux réalités mêmes, c'est le Timée. Je rappelle que dans le Timée, Platon entreprend une cosmologie rationnelle. Je dirais que, parmi les dialogues de la vieillesse, c'est comme le dernier acte de foi dans la théorie pure. C'est en quelque sorte la revanche de Platon contre Anaxagore. Ici, c'est bien l'esprit qui met tout en ordre, car l'ouvrier du monde travaille l'œil fixé sur le modèle intelligible. C'est, dirais-je, l'adieu de Platon à la théorie des idées. Vous venez d'entendre un cours de philosophie, unité d'enseignement 102, fait par M. Doazan de l'Université Paris X.